Et on va s'arrêter un instant sur les activités de la milice Wagner en République centrafricaine. La présence de ces mercenaires dans le pays n'est plus un secret, elle est régulièrement documentée. Plusieurs rapports accablants ont été publiés. On y découvre les agissements de ce groupe. Ces hommes se seraient rendus coupables de crimes de guerre, de viols, de torture, vivement encouragés par les États-Unis à se séparer de ses alliés. Le président Touadéra aurait reçu une offre en contrepartie. Alors quels intérêts les États-Unis ont-ils à faire une telle proposition? Qu'ont-ils mis dans la balance? Que risque le président Touadéra s'il refuse? Voilà autant de questions que nous poserons à notre invité et confrère. Bonsoir à vous, Mathieu Olivier. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous travaillez sur le sujet. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. On est heureux de vous avoir. Mathieu, est-ce qu'on sait comment, dans un premier temps, s'organisent les activités, l'implantation plus généralement de Wagner en République centrafricaine? Alors aujourd'hui, on estime que Wagner a environ 1400-1500 hommes en Centrafrique. C'est un chiffre qui a un petit peu augmenté ces derniers mois en raison de l'augmentation des attaques des groupes armés centrafricains qui ont repris. On distingue donc deux bases, notamment à Bangui, la base qu'on appelle le camp Kassai, où la majorité des hommes sont situés, et le camp de Roux, où le leadership de Wagner est implanté. Puis on a 5 ou 6 bases dans des zones un petit peu plus éloignées de la capitale, à Bria, à Boda, à Bossangoa, et puis à Berengo, où il y a encore un centre logistique qui est assez connu, puisque Berengo, c'est l'ancien palais de l'empereur Bokassa, donc c'est assez symbolique. Donc aujourd'hui, on a un maillage assez large sur la totalité du territoire centrafricain. Et leur mission principale, officiellement, c'est d'épauler les militaires, l'armée nationale? C'est pas seulement? Alors officiellement, c'est une mission d'instruction de l'armée nationale. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Et aujourd'hui, il y a vraiment une interconnexion dans les missions de combat aux côtés des forces armées centrafricaines pour aller repousser dans certaines zones les différents groupes armés. Et ils obéissent à la hiérarchie haut gradée de l'armée centrafricaine, ou alors est-ce qu'ils agissent seuls comme ils l'entendent? Est-ce qu'il y a un commandement centralisé? Il y a un commandement conjoint entre l'armée centrafricaine, entre le chef d'état-major de l'armée centrafricaine et le numéro 1 de Wagner en Centrafrique, et M. Perfilev. La stratégie est évidemment coordonnée, puisque les Russes de Wagner ne connaissent pas forcément très bien le terrain centrafricain, donc ils ne peuvent pas décider de toutes les actions qu'ils peuvent mener sur le terrain et dans la brousse, forcément. Et on sait de quelle manière on les a invités, on leur a proposé d'intervenir sur le terrain, parce que je parlais tout à l'heure en préambule de notre interview des exactions dont ils se seraient rendus coupables. C'est un déploiement qui s'est fait progressivement depuis 2017-2018, mais qui s'est surtout accentué à la fin de l'année 2020, au moment où les groupes armés ont attaqué Bangui, donc ont rompu les accords de paix de Khartoum qui avaient été signés en février 2019. Et donc ils ont vraiment contribué à maintenir le régime Touadéra à flot, et ensuite ils ont permis une contre-attaque et un recul des groupes armés. Donc c'est là où Wagner a vraiment pris une emprise très forte sur le système de sécurité centrafricain qui n'existait pas encore complètement avant. Et c'est quoi la contrepartie? Quel est le bénéfice, pour parler clairement, de leur présence sur place? Alors, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui de constater, c'est-à-dire que Wagner, c'est plus uniquement des mercenaires, c'est aussi des ingénieurs, des spécialistes en propagande. Enfin, voilà, c'est des civils aujourd'hui, il y en a de plus en plus, qui ont monté d'ailleurs un certain nombre d'entreprises et qui s'implantent dans le tissu économique centrafricain. Donc ils font de l'exportation de bois, qui passe ensuite par le port de Douala au Cameroun. Ils font l'exploitation de la principale mine d'or du pays, donc la mine d'or de Ndasima, qui pourrait représenter, si elle était exploitée complètement, plusieurs milliards de dollars. Ils ont la volonté d'exploiter le café. Ils ont lancé leur propre marque de bière qui va concurrencer aujourd'hui le groupe Castel. Donc on est vraiment sur un groupe aujourd'hui tentaculaire, y compris dans le domaine économique. Est-ce que c'est ce qui pousse alors aujourd'hui les États-Unis à tenter de les évincer? Alors les États-Unis, je pense, sont dans une stratégie qui est globale en lien avec ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire qu'il faut voir la Centrafrique comme un second front, à la fois pour la Russie et pour l'Occident. Et une source de financement aussi, possiblement, de cette guerre? Wagner, aujourd'hui, oui, utilise la Centrafrique comme une source de financement. On a du mal à savoir combien ça peut représenter. Mais très clairement, ils font fondre des lingots d'or qui revendent sur le marché international. Donc il y a
au bas mot quand même plusieurs millions d'euros par an qui rentrent dans les caisses de Wagner. Donc c'est intéressant, tout ça pour des coûts qui sont dérisoires, puisque l'engagement de Wagner sur le terrain ne coûte pas grand-chose. Donc c'est toujours intéressant, mais le gain, il est avant tout politique quand même. C'est-à-dire que Wagner a réussi à ouvrir un front avec la France et avec les États-Unis en Afrique. Et le fait que les États-Unis répondent de façon tout à fait officielle et fassent une pression diplomatique fait finalement de Wagner un acteur diplomatique quasiment normal. Finalement, ça le banalise un peu. Est-ce que les États-Unis ont mis quelque chose d'important ? En gros, on vous fait une offre, on vous propose d'évincer Wagner du pays, on vous propose autre chose. Ce serait quoi ? Ce qu'ils auraient mis sur la table, c'est une mission de formation de l'armée centrafricaine, donc typiquement ce que faisait Wagner au début quand ils sont arrivés, et sans doute une augmentation de leur aide au développement via l'USAID. L'aide humanitaire aussi ? Voilà. Est-ce que ce serait efficace ? Je pense que ça arrive un peu tard, dans le sens où aujourd'hui Wagner est suffisamment implanté et il y a vraiment des interconnexions beaucoup trop importantes, y compris avec une partie de l'État centrafricain et une partie des hommes politiques centrafricains du plus haut niveau. Qui n'ont pas intérêt à les voir partir. Pas intérêt à les voir partir. Si le président Touadéra refuse Mathieu Olivier, il se passe quoi du côté des États-Unis ? Je pense que les États-Unis ont en tête de mettre certaines personnalités centrafricaines dans une liste de sanctions. C'est une forme de chantage ? C'est une forme de chantage. Maintenant, est-ce que ce serait efficace ? Sans doute pas. Le président Touadéra est engagé vraiment dans une politique très pro-russe. Sans doute qu'elle s'affirmera encore plus lors du forum de Saint-Pétersbourg qui aura lieu cette année, le forum Russie-Afrique en juillet prochain, où la Centrafrique risque d'être présentée comme le symbole d'une réussite, d'une nouvelle relation Russie-Afrique. Donc je pense que les États-Unis, et par extension la France, puisqu'on est dans la même stratégie, on part un peu en retard sur ce débat-là. Merci beaucoup. Merci Mathieu Olivier. Je rappelle que vous êtes journaliste à Jeune Afrique. Un grand merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous de votre attention. Paris Direct